Amin Malouf, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Un fauteuil sur la Seine, 4 siècles d'histoire de France. C'est le sous-titre du livre, un livre publié aux éditions Grasset. Vous avez publié, disons, je ne sais plus, 15 ou 20 livres à peu près, sûrement plus, parce Non, que c'est vous le avez 16e exactement. 16e, mais il y a aussi des essais. Vous aimez bien aussi vous interroger sur l'art, sur un certain nombre de choses. Il y a eu Léon l'Africain, Samarcande, Le Rocher de Tagnos, qui a été prix Goncourt en 1993, Les échelles de Levant, Les identités meurtrières, Origine, Les désorientés, et vous avez été élu à l'Académie française il y a de ça maintenant quelques petites années. Et vous publiez un nouveau livre donc qui raconte l'histoire suivante. Vous occupez un siège, il y a 40 sièges, 40 sièges pour des immortels. Vous êtes immortel dorénavant, Amin Malouf. Et chaque siège est numéroté. Donc, quand quelqu'un disparaît, eh bien, quelqu'un ensuite est élu. C'est ce qui est votre cas, puisque vous avez donc remplacé Claude Lévi-Strauss, qui occupait ce 29e fauteuil. Et, euh, et vous faites l'histoire de ce 29e fauteuil. Et alors, on découvre des personnages incroyables, je dirais. Le premier, euh, le premier se noie. C'est quand même inattendu. Le premier, qui s'appelait Pierre Bardin, se noie quelques mois après son élection, en 1635, en essayant de sauver un homme auquel il était très lié, qui avait été son pupille, un marquis d'Humières, et qui était allé se baigner dans la Seine du côté de Charenton. Il avait eu un malaise, Bardin s'est jeté à l'eau et finalement c'est lui qui s'est noyé et l'autre a été sauvé. Après Bardin, on a élu un chanoine, le chanoine Nicolas Bourbon, qui avait la particularité de très peu écrire en français. Il a En latin. presque tout écrit en latin. Ouais. Presque tout écrit en latin. Euh, euh, D'après les contemporains, c'était un des meilleurs poètes néo-latins de son époque. Et ce qui l'a rendu célèbre en son temps, c'est qu'il a écrit une violente diatribe contre l'assassin d'Henri IV, contre Ravaillac. Et il a été remarqué à cause de cela. Il a obtenu une chaire au Collège de France, qui s'appelait à l'époque le Collège royal, fondé par François Ier, et il est devenu une célébrité du moment. Et c'est ce qui explique qu'il ait été élu à l'Académie française, alors que l'Académie, quand même, avait pour principale mission la défense et l'illustration de la langue française et que lui-même connaissait assez mal la Alors, langue. cela dit, il y a un certain nombre de religieux qui ont occupé ce prestigieux 29e fauteuil que vous occupez aujourd'hui. En dehors de ce chanoine, il y avait deux cardinaux, dont l'un était effectivement un religieux, mais aussi un homme politique très important, qui était le cardinal de Fleury, qui était le ministre, d'abord le précepteur, puis le ministre de Louis XV, qui avait une confiance aveugle en lui. Tant que le cardinal de Fleury était en vie, Louis XV se confiait totalement à lui. Il n'aurait jamais voulu d'un autre ministre que lui. Et il a vécu jusqu'à sa 90e année, tout en tenant les rênes du pays, ce qui est extrêmement rare. Et d'ailleurs, quand on évoque le règne de Louis XV, on évoque systématiquement le cardinal de Fleury. C'était un homme remarquable. C'était un vrai homme d'État qui est arrivé à une époque difficile. Vous savez, Louis XIV était un souverain somptueux, mais extrêmement dépensier, et il a laissé le pays complètement ruiné. Ses successeurs immédiats, c'est-à-dire le régent, qui était le neveu de Louis XIV, a essayé de résoudre le problème en confiant à un banquier écossais le soin d'arranger les finances du royaume. Et c'était la fameuse faillite de ce qu'on appelle de l'As, Ouais. qui était M. Lowe. Et, et ça a été un traumatisme dont les effets continuent peut-être jusqu'à aujourd'hui, cette fameuse faillite du système de l'os. Bah, Et, trop de liquidités sur le marché, quoi. et Fleury est arrivé et il a rétabli la situation en peu de temps avec une gestion
sage, de bon père de famille, et il ne s'est pas enrichi personnellement, ce qui, à l'époque, était rare, parce que les gens avaient tendance à confondre les caisses de l'État et leurs poches. Donc c'était quelqu'un d'admirable, et même Voltaire, qui n'était pas très tendre ni envers les ecclésiastiques, ni envers le pouvoir, a des mots extrêmement élogieux pour le cardinal de Il Fleury. y a un autre religieux aussi particulièrement honnête qui va lui succéder. Le cardinal de Luynes, qui est issu d'une Grande famille. grande famille de militaires, puisque le dernier connétable de France était le connétable de Luynes, et donc lui aussi était destiné à une carrière militaire, et un jour quelqu'un l'insulte, et, et il est censé se battre en duel, et il ne veut pas se battre en duel, il dit que sa foi l'empêche de se battre en duel, et c'est sa mère qui lui met le marché en main, il dit, soit tu te bats en duel, soit tu entres dans les ordres. Et finalement, il a quitté la carrière militaire et il a adopté la carrière ecclésiastique. Il est devenu d'ailleurs évêque à 26 ans, parce qu'il appartenait à la bonne, à la, À la très grande à la très société. haute société. Très haute Et société. c'était un homme honnête, honnête, qui, qui occupait qui occupait l'essentiel de son temps à des recherches scientifiques. Il a été même à l'Académie des sciences, il faisait des recherches sur les baromètres, il a écrit un traité sur le mercure. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas du tout préoccupé par le pouvoir, mais par la science. Alors, il y a des mathématiciens, des scientifiques, des savants qui ont occupé le fauteuil que vous occupez aujourd'hui, hein, Le 19e siècle a été le siècle des savants sur ce fauteuil. Le premier est peu connu, et quand il est connu, c'est pour de mauvaises raisons, parce qu'il a été élu contre Victor Hugo, ce qui quand même a entaché son image pour longtemps. Mais c'était un homme, il s'appelait Pierre Flourens, c'était quelqu'un de tout à fait respectable, un grand savant, mais le fait d'avoir été élu contre Victor Hugo l'a un peu euh, a- n'a jamais été On oublié, a en du mal à fait. comprendre Voilà. d'ailleurs aujourd'hui, hein. Oui, oui. C'est Je pense que à l'époque, ceux qui ne voulaient pas de Hugo ont choisi un scientifique parce qu'ils ne pouvaient pas affronter Hugo avec un autre écrivain. Ils se sont dit, voilà, on va prendre les choses d'une autre manière. Après lui, il y a eu Claude Bernard, alors qui très est grand quand savant. même le fondateur pratiquement de la médecine scientifique. Mmh. Et le fondateur est aussi le théoricien, parce qu'il a écrit euh, des textes fondamentaux sur la nécessité de donner à la médecine un statut de science à part entière. Parce qu'avant lui, ce n'était pas du tout cela. Lui, il a commencé du côté de Lyon. C'était pas un élève brillant. il, a, il a échoué plusieurs fois. Ses parents l'ont placé chez un apothicaire où il fabriquait des petits médicaments qui étaient les mêmes depuis des siècles et qui étaient censés guérir tous les maux. Il a compris à quel point on n'avait jamais euh, pu développer la médecine comme une science. Et lui s'est attelé à cette tâche et il a réussi remarquablement. Alors bien plus tard, Claude Lévi-Strauss, à qui vous avez succédé, Claude Lévi-Strauss, et qui était quelqu'un dont vous avez dû prononcer l'éloge au moment où vous êtes, où vous avez, après avoir été élu, et c'est quelqu'un que vous avez découvert notamment par l'intermédiaire de sa femme. C'est ce que vous expliquez un petit peu. C'est-à-dire, Je connaissais les... bon, lire un homme, c'est lire une œuvre, c'est une chose, mais en même temps, vous avez eu des documents et ça vous a amené probablement ça vous a donné une certaine proximité avec Claude Lévi-Strauss. J'ai euh, j'ai fait effectivement l'éloge de Lévi-Strauss. C'est le principe du discours de réception, de faire l'éloge du prédécesseur. Mais pour moi, ça avait un sens plus fort. D'abord parce que j'avais étudié la sociologie dans les livres de Lévi-Strauss. Donc pour moi, depuis les années 60, c'était pour moi un personnage important. Et je le rejoignais sur beaucoup de positions. Et je crois qu'il y avait une vision du monde qui m'est très chère. Et quand j'ai commencé à travailler sur
ce texte, ce discours de réception, j'avais besoin de connaître le personnage en dehors de son œuvre. Et j'ai eu l'immense chance de rencontrer sa femme, Monique Lévi-Strauss, qui nous a invités d'abord, ma femme et moi, dans la propriété familiale, qui nous a montré le bureau de Claude Lévi-Strauss, ses livres, ses carnets. C'était un moment merveilleux. C'était un moment merveilleux grâce auquel nous nous sommes sentis très proches du personnage. Et moi, pour moi, c'était d'une aide énorme pour pouvoir raconter sa vie, parce que c'est aussi cela, le discours de réception. Et donc, il y a, on remarquera dans ce livre un attachement particulier à mon prédécesseur immédiat, qui lui-même avait parlé de cette généalogie que l'Académie nous offre quand nous sommes élus à un fauteuil. Alors, encore deux petites questions avant de nous séparer. On dit que l'un de vos prédécesseurs aurait inventé les droits d'auteur. C'est pas sûr, mais Effectivement, voilà un homme qui a écrit une pièce de théâtre. Bon, la troupe ne veut pas lui payer ce qu'il demande, mais alors donc, bon, bah, il dit, vous me paierez en fonction des recettes. C'est exact. Il y a, c'est une question un peu compliquée, parce que à l'époque, il y avait tout un rapport de force entre les auteurs, les directeurs de théâtre, les acteurs. Et quand un comédien avait un statut important, il devenait parfois un tyran. Il y a deux hommes de théâtre très importants parmi les prédécesseurs. Il y a Quinault, qui était le premier librettiste français. Et c'est lui dont on parle. C'est celui de lui dont on parle, qui était l'ami de Lully et le complice de Lully, alors que Lully était un homme extrêmement difficile, qui a travaillé, comme on le sait, avec Molière, mais il s'entendait mal avec Molière. Il a essayé de travailler avec Le Fontaine, il s'est très mal entendu avec Le Fontaine, mais avec Quinault, il s'entendait très bien. Et l'autre, c'était Caiava, lui aussi homme de théâtre, qui avait cette étrange particularité d'avoir de prélevé une dent sur la dépouille de Molière quand il a été... Quelle particularité quand il a été transféré d'un cimetière à l'autre au moment de la Révolution. Alors, ce qui est frappant, quand je reprends cette généalogie, qui est très, très agréable à lire, je dois vous le confier, Amin Malouf, parce que on passe d'un personnage à l'autre, c'est très romanesque en même temps, hein. Et c'est qu'il y a un certain nombre de gens dont on se dit, mais pourquoi ont-ils été élus à l'Académie française ? Je pense à un avocat bordelais qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie, à un certain nombre d'autres qui sont quand même des personnalités moyennes. Alors, vous avez parfaitement raison, et moi je me suis posé la même question. Moi, pour certains, c'est évident, pour d'autres, on se dit, mais qu'est-ce qui leur a pris d'élire quelqu'un comme lui? Et en fait, les gens qui ont un talent réel sont, on le suppose, élus pour leur talent. Mais les gens qui n'ont pas de talent évident, ils sont le reflet de leur époque. Ils représentent ce qui, à leur époque, méritait d'être à l'Académie. Et pour nous, ce sont de mauvaises raisons, parce qu'il était le protégé du chancelier Séguier, ou parce que le cardinal Intel l'avait pris en amitié. Ils sont les révélateurs, les meilleurs révélateurs de leur époque. Et c'est ça, d'une certaine façon, quand on termine votre livre, ou quand vous-même, vous avez achevé ce livre, c'est un petit peu ça dont vous vous êtes aperçu. C'est-à-dire que c'est un regard sur la France. Les gloires sont intéressantes, les autres
sont tout aussi intéressants. C'est cela. Ils sont tout aussi intéressants parce qu'ils sont des révélateurs. Et au total, les 18 personnages qui se succèdent forment une sorte d'histoire de France. Une sorte un regard à travers un témoin commun qui est ce fauteuil symbolique au bord de la Seine. Merci infiniment, Amin Malouf. Je rappelle le titre de votre livre, donc Un fauteuil sur la Seine, 4 siècles d'histoire de France, un livre publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous.